Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. Quelques échauffourées ont éclaté ce mercredi dans certains quartiers de Conakry suite à la ville morte lancée par les organisations de la société civile pour ramener le prix du carburant à 8 000 francs guinéens, un mot d'ordre qui a été suivi à Conakry et à l'intérieur du pays. Paul Moussa Diawara et Soukou Kamara, anciens directeurs de l'Office guinéen de publicité des chargeurs, ont comparu ce mercredi au tribunal de première instance d'Okaloum. Ils sont accusés de malversation financière. Et puis en interactualité en France, un jeune homme de 22 ans est mort à Nantes après avoir été touché par balle par un policier lors d'un contrôle, un décès provoquant des violences urbaines dans 3 quartiers sensibles de la ville. Encore une fois, bonsoir. On ouvre ce journal par cette brève naufrage à la traversée de Kassonia. 2 pirogues avec à bord plus de 20 personnes ont chaviré. Une dizaine de passagers a pu être secourus pour l'instant. Les recherches se poursuivent activement. La traversée de Kassonia n'a plus de pont. Depuis bientôt un mois, le ministère des Travaux publics a initié un programme d'entretien qui n'est pas encore terminé. Et en attendant, la population qui habite ce district de Manéa dans Koya utilise des pirogues. Nous y reviendrons. La journée ville morte à l'appel des organisations de la société civile a été largement suivie ce mercredi à Conakry. Les activités ont tourné au ralenti et des échauffourées ont été enregistrées sur la route Le Prince. Les citoyens ont voulu, à travers ce mot d'ordre intervenu en même temps que la grève de l'intercentrale CNTG-USTG, inviter le gouvernement à ramener le prix du carburant à 8 000 francs guinéens. Le constat de la journée avec Jacques Lewaleno et Yacouba Traoré. La route Fidel Castro, la circulation est assez fluide et les citoyens ont l'air de bien comprendre la situation qui prévaut. Le fait qu'ils ont lancé comment on appelle, une grève, soit disant ville morte, en tout cas, je peux dire qu'ils ont raison quand même. Il n'y a pas un problème sans solution. Mais ce que je souhaite, ils n'ont qu'à s'entretenir, ils n'ont qu'à s'attendre. Difficile pour eux d'accepter l'augmentation du prix du carburant sans aucune concertation préalable avec le mouvement social. Et le mot d'ordre se veut comme la seule arme à même de faire gagner le combat contre ce qu'ils qualifient d'onction à la mauvaise gouvernance. C'est dû un peu à la malgouvernance. C'est l'État qui doit toujours prendre sa responsabilité parce que si vous voyez que les gens crient un peu partout, ça veut dire que ça ne va pas. Ce matin, je suis venu pour faire un retrait. Tout le monde connaît l'importance d'un retrait pour un père de famille. Mais si on nous bloque pour dire qu'ils sont en réunion, en négociation en ville avec les syndicats, bon, ouais, nous autres, on ne peut pas comprendre ça. La colère, les jeunes de COSA l'ont aussi exprimée, mais à leur manière. Pas de circulation. Et pour contraindre les indignés à rester tout au moins dans leur quartier, les agents de sécurité ont dû livrer le combat habituel, du moins à des occasions comme celle-là. Des projectiles pour donner de la voix aux passants, inutiles cependant puisqu'ils ne peuvent se trouver un taxi, encore moins un chemin pour allier les points d'arrêt les plus proches. Ils n'ont pas hésité à grossir la montagne d'ordures qui gêne déjà les riverains du camp Alpha et Diallo et les motards se font rançonner. Le ministère de la fonction publique a abrité ce mercredi la rencontre qui relance les négociations tripartites entre le gouvernement, syndicats et patronat sur la crise sociale causée par l'augmentation du prix des produits pétroliers en Guinée. Pour l'instant, les lignes traînent à bouger autour de la table et chaque parti reste campé sur sa position. On revient sur cette journée avec Makiso et Kerno Sadouba. Cette nouvelle rencontre fait suite à un communiqué du gouvernement invitant ses partenaires sociaux autour de la table pour un dialogue franc et sincère entre Guinéens. Nous sommes prêts à venir sur toute table de négociation à partir du protocole du 19 février 2016. Ça veut dire quoi? Le protocole qui stipule que
les partis doivent se concerter de la nécessité d'augmentation à la hausse ou à la baisse du prix du carburant. Je vous remercie. Donc la grève continue. La grève continue. À la fin de la réunion, le ministre du Travail peine à faire la moindre communication. Allez là-bas, vous mais focalisez sur quoi? Les tâches sont bien reparties. Voilà, vous allez rater, il est déjà arrivé. Nous attendons la sortie du médiateur dans la crise. Il s'agit de l'inspecteur général du travail. Avec lui, on apprend peu de ce qui s'est dit autour de la table. Pas de détails. Il reste entendu que, à la suite du communiqué que vous avez entendu hier et des courriers que nous avons adressés à l'ensemble des partenaires sociaux, nous nous sommes retrouvés ce matin pour ouvrir les discussions autour des mesures d'accompagnement. Nous insistons sur la principale condition de négociation avancée par les deux centrales syndicales, qui est de faire revenir le prix initial du carburant à 8 000 francs guinéens. Pour la deuxième fois en 48 heures, le ministre des Hydrocarbures esquive la question en disant qu'on n'en est pas là. Nous ne sommes pas encore à ce stade. Des Guinéens se sont retrouvés dans le respect de la forme du comité tripartite. Le patronat était là, les syndicats étaient là, plus le médiateur et nous autres du côté du gouvernement. On a fait notre plaidoyer. Pour le moment, le syndicat a demandé qu'ils repartent à la base consultée. Dans 1 heure du temps, on va se retrouver. Nous sommes tous Guinéens, on a le sens du compromis, du dialogue, on trouvera la solution. Tout sauf un retour autour de la table après 1 heure. La séance restera là pour cette autre journée de négociation entre syndicats, patronat et gouvernement. Le bras de fer se poursuit entre Aboubakar Souma et le pouvoir. Interdit d'installer ces démembrements du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée dans les institutions d'enseignement supérieur. Le syndicaliste parvient tout de même à valider les nouveaux bureaux élus. C'est le cas de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry le samedi dernier et de l'ISEG ce mercredi. Mais tenez-vous bien, vers la fin de la réunion, des hommes en tenue militaire ont fait irruption dans la salle pour interrompre le congrès. Suivez. Après le bureau du SLEG installé à Gamal à l'issue d'une débandade pour la tenue du congrès, nous voici à l'ISEG où Aboubakar Souma et sa suite sont reçus. Un bureau du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée doit être validé par le bureau exécutif national. Et on a tenu une réunion pour l'élection du bureau du SLEG de l'ISEG. Et cette élection-là étant terminée, nous avons dû demander au bureau exécutif national de venir à l'ISEG pour valider ce bureau. Le secrétaire général du SLEG, dans sa communication, rappelle aux nouveaux élus le risque lié au combat dans le monde syndical. Heureusement que les enseignants, nous comprenons que nous devons être ensemble pour lutter. Il faudrait que nous comprenions cela. Aujourd'hui, le gouvernement veut tout faire pour nous diviser. Et le gouvernement, aujourd'hui, vit de ça, diviser pour régner. Nous ne parlons pas de la politique, mais qui fait le syndicat fait aussi de la politique. Parce qu'entre le syndicat et la politique, il n'y a qu'un chemin. Parce que nous sommes le contrepoids du pouvoir. Et comme je vous l'annonçais dans les titres, ouverture ce mercredi du procès des anciens directeurs de l'Office guinéen de publicité et de celui des chargeurs au tribunal de Kaloum. Paul Moussa Diawara et Sekou Kamara sont poursuivis pour malversation financière. Ce matin, les avocats des deux camps ont répondu à l'appel des juges. Après 3 heures d'audience, les avocats des accusés ont demandé la libération pure et simple de leurs clients, Mohamed Valek Touré et Abdoulaye Kamara. Paul Moussa Diawara au tribunal de Kaloum ce matin. Il est accompagné par une forte délégation de sa communauté, tous venus lui apporter leur soutien. Paul Moussa n'est pas seul à comparaître. Il est inculpé au même titre que l'ancien directeur général de l'Office guinéen des chargeurs. Ils sont tous les deux accusés de malversation financière. Nous avons démontré que l'État, représenté par l'agence judiciaire de l'État qui a décidé d'emprunter la procédure de cessation directe, est dans l'obligation de payer une
consignation au greffe, sous peine d'irrecevabilité de son action. Lorsque nous allons évacuer cette question-là, vous vous rendrez compte que ce dossier, c'est un dossier monté de toutes pièces. Vous vous rendrez compte que ce dossier a été inventé pour l'enlever à son poste, pour le réduire au silence, pour l'amener au bas de l'échelle. C'est tout. C'est une audience qui a duré plus de 3 heures avec des débats assez houleux entre avocats de la partie civile et de la défense. Les avocats des accusés se sont opposés à la fixation de la caution pour la tenue du procès. La partie civile, qu'elle soit une partie civile privée ou publique, elle est soumise au paiement de la consignation telle que prévue par la loi. Le texte de loi qui est cité traite d'une question précise et le décret traite d'une autre question également précise. Donc, pour notre part, l'État doit être dispensé du paiement de la caution qui est prévue à l'article 460 du Code de procédure pénale. Le procès a été renvoyé au 11 juillet prochain. Revue semestrielle de la performance du portefeuille de la Banque africaine de développement en Guinée. C'est autour de ce thème que le gouvernement guinéen et la BAD échangent du 4 au 5 juillet. L'objectif est de mettre sur table toutes les insuffisances dans l'exécution des projets de cette institution en Guinée. Le reportage de Mamadou Sadio Baldé et Ibrahim Assouma est rendu en studio par Ousmane Tounkara. Un portefeuille de qualité permet de réaliser des projets dans le délai imparti. Un portefeuille de qualité permet également de mobiliser d'importantes ressources financières. La Guinée a besoin d'infrastructures dans les transports, les travaux publics et même la santé, explique le directeur national des investissements publics. Quels sont les projets qui s'exécutent normalement? Quels sont les projets qui ne s'exécutent pas normalement? Pourquoi ils ne s'exécutent pas normalement? Quels sont les goulots d'étranglement, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces actions? Et au sortir de la revue, nous faisons des recommandations tant vers le gouvernement que le bailleur de fonds pour améliorer la qualité du portefeuille. La Banque africaine de développement appuie la Guinée aussi bien dans les secteurs publics que privés. 12 projets sont en cours de réalisation pour des montants tout aussi considérables, comme le rappelle le ministre du Budget. Le portefeuille actuel de la banque compte 15 opérations en cours en faveur de 12 projets pour environ 331 millions d'unités de compte, soit 314,45 millions de dollars américains. La Guinée et la BAD sont conscientes des difficultés dans l'exécution des projets. Au terme des échanges donc, des objectifs sont affichés. Le gouvernement de la République de Guinée et le groupe de la Banque africaine de développement ont décidé de mettre en place en fait des revues semestrielles, dont l'objectif principal c'est d'échanger sur les différents projets qui sont en cours pour essayer d'apporter des éléments de solution pour une certaine célérité dans leur mise en œuvre afin que les objectifs de développement soient atteints et cela pour le bien-être du peuple de Guinée. Selon le représentant de la BAD, la Guinée a un problème de structure d'exécution, un problème de suivi sur le terrain et d'autres difficultés mineures que les deux parties tentent de résoudre. Et plus loin, les districts Benkili dans Kindia et Misra viennent de bénéficier d'un poste de santé pour le premier et d'une école de 3 classes pour le second. Le coût total du don de la compagnie de bauxite de Kindia est estimé à plus de 600 millions de francs guinéens. Une aubaine pour les populations de Kindia qui manquent énormément d'infrastructures sanitaires et éducatives. Alcénie Barry et Alcénie Camara étaient sur les pas de la CBK dans la ville des Agrumes et suivez. Voici l'ancienne école de Misra. Tidjane Camara a enseigné dans cet établissement pendant 8 ans. Il tenait les premières et deuxième années. Aujourd'hui, son école change de visage avec ce bâtiment flambant neuf et de nouveaux tables bancs. Le don d'une valeur de 300 millions de francs guinéens est de la compagnie de bauxite de Kindia, Russal. L'impact de cette école-là sera très fort parce que vous comprenez, quand il y aura tous les suites des enseignants qui viendront m'aider, là-bas, ça va donner un coup de main à la communauté.
il y aura encore le mouvement de la population qui va pousser jusqu'à ce qu'on envoie les enfants. Et pourtant, cette école n'est pas la seule action de CBK Russal. La société avait déjà offert des bourses pour la reçue à certains étudiants guinéens et les enfants des employés de sa compagnie. Au niveau national, en 2011, Russal a attribué 100 bourses à la jeunesse guinéenne, y compris les enfants des travailleurs de CBK, pour des études dans des établissements d'enseignement supérieur de la Russie. Cette année, plusieurs d'entre eux sont retournés dans le pays, en Guinée, et ont été embauchés aux entreprises de Russal. Nous sommes ici dans le district de Binkili, dans la sous-préfecture de Mambia, où les populations viennent de bénéficier d'un poste de santé financé par la compagnie de bauxite de Kindia d'une valeur de plus de 350 millions de francs guinéens. Pour la société, c'est une manière de rapprocher les structures sanitaires des populations, mais surtout offrir des soins de qualité aux enfants et aux femmes enceintes. Les mots me manquent pour vous exprimer l'immensité de la joie des populations en recevant ce don qui vient combler un déficit criard en couverture de santé, source de maladies et de mortalité dont les plus exposés sont les enfants et les femmes. Désormais, il s'agit de l'entretien des édifices. Le préfet de Kindia rassure et invite les populations à la préservation des infrastructures. J'invite alors tous les responsables à tous les niveaux de Frigagbe, les citoyens de Balaya, à veiller jalousement à l'entretien de cette infrastructure, d'en faire un bijou afin qu'elle puisse aider à la scolarisation, à la formation des enfants de plusieurs générations successives. Après s'être investi pleinement dans la lutte contre Ebola, la CBK Russal montre une fois de plus son engagement dans le processus de développement de la Guinée. Le peuple américain fête ses 242 ans de liberté. Le 3 juillet, l'ambassade des États-Unis a passé ce moment de souvenir avec les composantes de la société guinéenne. Le rappel de la nature des relations entre les deux pays, les perspectives pour un développement économique viable ont été touchées. Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Souri Sengsouma. L'Amérique fête l'anniversaire de son indépendance et toutes les composantes de la société guinéenne ont pris part à ce moment de joie avec le personnel de l'ambassade. La ministre de la Coopération, porteuse de la voix du gouvernement, a insisté sur les domaines de la santé, de la sécurité, de la justice et de l'éducation, entre autres. Tous les efforts qu'ils ont faits dans le domaine de l'éducation, dans le domaine sanitaire, nous permettent aujourd'hui de passer ce gouvernement à l'étape supérieure, à essayer d'améliorer encore mieux les conditions de vie des populations. Je crois, comme M. l'ambassadeur a si bien dit, il est arrivé à un moment donné où la crise Ebola était énorme. Imaginez, maintenant nous envoyons des experts en RDC pour les appuyer dans leur propre lutte, ce qui est absolument remarquable. Et par ailleurs, vous avez vu le corps de la paix, qui est un programme absolument extraordinaire. Tous ces jeunes qui vont dans tous nos villages, qui apprennent nos langues nationales et qui vivent avec les femmes et les enfants dans tous les villages et qui leur apprennent des conditions de vie, de l'éducation civique pour qu'ils puissent mieux s'entretenir. Ça, c'est fabuleux et on ne peut que remercier les États-Unis pour cela. L'ancien Premier ministre a aussi pris part. Denis Henkins reconnaît au gouvernement Yula des réformes. Celui de Kassouri veut amorcer un élan, même si, reconnaît-il, les partenaires au développement savent pertinemment les grincements de dents que cette décision peut avoir. Nous voyons par exemple la décision du gouvernement de monter les prix de carburant. Ça, c'est avec la pression de la communauté internationale, de FMI. Aux États-Unis, nous sommes 30% de FMI. Mais avec le progrès, il n'y a plus de services, il n'y a plus de salaires pour les fonctionnaires. Mais si on augmente les dépenses, bien sûr, il faut aussi augmenter les revenus. L'ambassadeur se dit prêt pour le reste de son mandat en Guinée à s'impliquer à aider la classe politique à asseoir un modèle de démocratie qui convient aux citoyens de ce pays. Encore une fois, l'Assemblée générale du Lafidi Foutif s'est tenue ce week-end à Conakry et cette fois-ci, la rencontre a regroupé au même moment quelques hommes politiques du pays et certains membres du gouvernement. Il y avait également des acteurs de la société civile. C'est une initiative qui a été saluée par ces grandes personnalités publiques du pays et pense que ces moments de partage sont inoubliables. Reportage Ominatou Sidibé et Aliouba.
Cette assemblée se tient chaque dimanche au quartier Sebeka dans la commune de Matoto. Tous autour d'un plat de la Fidi Fouti, ces jeunes venus des différents médias, de la société civile, des partis politiques, débattent sur des questions d'actualité et à leur vie professionnelle. Présent à la rencontre, le ministre Khalifa Gassama Diaby pense que ces genres d'initiatives renforcent les liens d'amitié et de la fraternité entre les citoyens. Donc je félicite les initiateurs et tous ceux qui participent à cet événement, qui est en même temps un événement de fraternité, de légèreté, mais aussi qui aborde des questions essentielles pour notre pays. Et je trouve ce mélange extrêmement agréable, et ça prouve aussi qu'on peut dans notre pays faire des choses agréables, fraternelles, tout en pensant aux questions essentielles pour notre pays. Pour Ahmed Kamara, journaliste à Adafo Média, ce rendez-vous d'échange doit être pérenne afin de créer une cohésion entre les jeunes. On a l'habitude parfois de se voir soit à la télé, soit de se voir lors des cérémonies, mais se voir tous ensemble dans une telle rencontre, je pense que ça ne peut faire que plaisir. Et je félicite les organisateurs et les initiateurs surtout de ce projet. Je leur demande de continuer, de pérenniser cette action, parce que comme je l'ai dit, ça permet aux uns aux autres de se frotter et ça crée une certaine cohésion entre Guinéens. Comme les questions sur le plan politique étaient à l'ordre du jour, Fodéoussou Fofana en a profité pour parler de la crise sociale liée à l'augmentation du prix du carburant. On se rend compte qu'il n'y a pas de respect même pour le syndicat des transporteurs, parce que le syndicat des transporteurs qui fixe le prix des transports devait discuter avec le gouvernement, on devait expliquer avant de fixer le prix les bonnes raisons pour lesquelles on augmente le prix. Au cours de cette rencontre, les invités ont eu à répondre à tour de rôle aux questions posées par les jeunes. Le laboratoire pharmaceutique sud-coréen Shinpong Pharma vient de lancer un nouveau médicament contre le paludisme, le Piramax. Est un produit efficace adapté aux enfants. Il ne présente pas d'effets indésirables. D'après les spécialistes, Piramax est disponible sur le marché guinéen à un prix abordable. Mamadou Kalissou et Yacouba Traoré signent ce public reportage. Selon un rapport de l'OMS, publié en 2016, le paludisme est la première maladie parasitaire au monde avec 216 millions de personnes infectées. En Guinée, c'est la première cause de morbidité et de mortalité. Pour combattre cette pathologie mondiale, le laboratoire Shinpong Pharma vient de lancer un médicament antipaludique pour la prise en charge des cas de palu simple. Le Plasmodium falciparum, agent causal du palu, oppose une résistance aux médicaments disponibles sur le marché, ce qui a poussé ce laboratoire à mettre sur pied Piramax. Aujourd'hui, nous venons de lancer dans cette optique une nouvelle molécule qu'on appelle le Piramax, qui est l'association de la pyronaridine à l'artésunate, qui a montré, selon les résultats que nous venons de présenter, qui est une molécule très efficace contre toutes les espèces de plasmodium et qui est bien tolérée sur le plan hépatique et cardiaque. Donc qui peut être utilisé aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Des chercheurs guinéens, burkinabés et ivoiriens ont participé à cette recherche. Le Piramax est un produit efficace contre le paludisme. Il est utilisé une fois par jour et est adapté aux enfants. Il protège longtemps contre de nouvelles infections. C'est une nouvelle génération d'antipaludiques, artésunate pyronaridine, donc c'est la première combinaison avec de la pyronaridine, et c'est un médicament qui est d'une très grande efficacité, qui est très bien toléré, qui a très peu d'effets secondaires et qui a une protection longue pour les patients afin d'éviter des réinfections. Donc c'est un médicament qui, à mon avis, j'appellerais le médicament de l'élimination. Après essais cliniques, le produit ne présente pas d'effets indésirables chez les patients. Dans les jours à venir, les politiques devraient contacter la firme afin que le produit soit vendu à un prix abordable aux patients. La Russie accueille la 21e édition de la Coupe du monde de football FIFA 2018.
depuis le 14 juin pour s'achever le 15 juillet prochain. 12 stades abritent cet événement planétaire. Loin de son pays, l'ambassadeur de la Fédération de Russie en République de Guinée et en Sierra Leone a reçu la section sportive de notre rédaction pour parler de l'organisation de ce tournoi. C'est une exclusivité. Moussa Kamposuma et Mohamed Bangoura pour plus de précisions. La Coupe du monde de football est l'occasion pour le gouvernement russe de présenter son pays comme une grande puissance sportive. Mais pas uniquement, en termes d'image également. Le football est un outil important pour Moscou depuis les années 1930. Pour l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Guinée, l'organisation de cet événement sportif le plus suivi au monde permet de véhiculer une image. Cette coupe, pour moi, c'est une bonne et belle occasion. D'abord de m'en réjouir parce que je suis fier de mon pays qui a réussi d'organiser un tel événement sportif. Et comme vous avez dit tout à l'heure, le football c'est le roi des sports et vraiment c'est royal d'accueillir le roi des sports en Russie. Tout se passe bien. Au-delà du défi sportif, la Coupe du monde de football est une occasion d'échange culturel et de valeurs sociales, mais aussi renforcer la paix entre les nations. Ce ne sont pas les pays qui sont venus, ce sont les supporters du football qui sont venus. Le football est devenu vraiment un véhicule de la paix à travers du monde et ça c'est extraordinaire. Le pays hôte, la Russie n'était pas favorite au départ, mais elle est en quart de finale de sa Coupe du monde. Elle tentera de défier la Croatie ce samedi 7 juillet 2018 à partir de 18 h. L'ambassadeur y croit. Vous avez vu, les meilleures équipes perdent et les équipes qui n'étaient pas à leur favorites donc gagnent. J'espère que c'est le cas aussi de mon pays parce qu'ils sont maintenant à un quart de finale. C'est déjà très important, c'est une grande réussite. Il me reste que donc espérer que l'équipe russe va montrer encore d'autres ses moyens et capacités pour gagner et pour se retrouver, Inch'Allah, comme vous dites ici, à demi-finale. Avec la Coupe du monde, le gouvernement russe assoit sa légitimité internationale et par conséquent celle de ses valeurs et sa vision du monde. En interactualité en France, un jeune homme de 22 ans est mort à Nantes après avoir été touché par balle par un policier lors d'un contrôle, un décès provoquant des violences urbaines dans 3 quartiers sensibles de la ville. Selon le ministère de l'Intérieur, le conducteur ne portait pas sa ceinture de sécurité et n'avait pas de pièce d'identité sur lui. Le jeune homme d'une vingtaine d'années aurait donné un faux nom et les policiers auraient noté que le véhicule était en surveillance par la police judiciaire de Nantes dans le cadre de trafic de stupéfiants. Le jeune aurait été touché à la carotide et serait décédé à l'hôpital 2 heures plus tard. Selon nos informations, il était connu des services de police. Et voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout l'info continue sur notre site web www.espacetvguinée.info et bonsoir.